Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, notre travail consiste à planifier, comprendre et analyser un sujet. Nous savons tous que l'exigence primordiale de l'essai est la rigueur. Bien sûr, rigueur dans l'organisation du temps de l'épreuve, rigueur dans la mise en place d'une technique de progression par approfondissement successif, rigueur dans la structuration sans que le plan adopté constitue une gêne pour le dynamisme de la réflexion. Bien sûr, me dites-vous également rigueur dans l'acquisition des techniques de réflexion propres à féconder la pensée, rigueur également dans l'utilisation des connaissances et des citations, c'est-à-dire tout à la fois à les mobiliser de façon opportune et à les exploiter dans le traitement d'un sujet particulier, mais surtout, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, rigueur dans l'analyse du sujet, la délimitation du problème, la démonstration, les implications, ou si vous voulez les sous-entendus de la question, et rigueur dans la présentation du sujet, sa portée, son enjeu. Soit le sujet suivant. Certains disent « Le poète ne nous parle pas de nos préoccupations. Il ne nous conduit pas non plus à la vérité. Il ne peut se libérer de son passé. » À votre avis, ce jugement vous paraît-il équitable? La poésie est-elle uniquement l'expression d'un individu? Vous développerez votre point de vue sur la question en vous référant à vos lectures et en appuyant votre argumentation par des exemples pertinents. Relisons le sujet, s'il vous plaît. Certains disent « Le poète ne nous parle pas de nos préoccupations. Il ne nous conduit pas non plus à la vérité. Il ne peut se libérer de son passé. » À votre avis, ce jugement vous paraît-il équitable? La poésie est-elle uniquement l'expression d'un individu? Vous développerez votre point de vue sur la question en vous référant à vos lectures et en appuyant votre argumentation par des exemples pertinents. De combien de parties est composé notre sujet? Nous avons l'affirmation. Certains disent « Le poète ne nous parle pas de nos préoccupations. Il ne nous conduit pas non plus à la vérité. Il ne peut se libérer de son passé. » Nous avons par la suite là où les questions. À votre avis, ce jugement vous paraît-il équitable? La poésie est-elle uniquement l'expression d'un individu? Et puis nous avons une consigne. Et nous constatons que les directives qui accompagnent le jugement de cette catégorie de gens correspondent chacune à une exigence précise. Vous voyez que dans la consigne, je relis la consigne, vous développerez votre point de vue sur la question en vous référant à vos lectures et en appuyant votre argumentation par des exemples pertinents. Dans cette consigne, nous disposons d'une grande liberté. Mais on attend de nous une réponse rigoureuse, une réponse argumentée, une réponse illustrée par des exemples et des exemples précis. Et il est nécessaire de donner au développement une allure méthodique et de montrer que des illustrations diverses et des élargissements éventuels que nous avons complètement saisi la portée du sujet. Mais si notre liberté est grande, il faut nous garder
de la convertir en désordre. Une telle consigne, libérale en apparence, nous oblige en fait à choisir une démarche et un plan, ainsi qu'à sélectionner nos idées en les groupant d'une façon homogène. Alors les deux questions que l'on pourrait se poser, la première serait de quoi s'agit-il? La seconde, de qui s'agit-il? C'est-à-dire qu'il faut traiter le sujet, rien que le sujet, mais tout le sujet. Or, le jour J, le jour de l'examen, notre préoccupation constante sera l'évaluation vigilante des limites du sujet lors du travail préparatoire. Nous éviterons de traiter un autre sujet que celui posé. Il faut donc se méfier d'une mauvaise interprétation de l'énoncé. Et on doit se méfier également du hors-sujet. C'est un moyen de mieux explorer le sujet lui-même, d'en définir les contours pour mieux en dégager l'essentiel. C'est toute une technique pour une bonne maîtrise des notions clés qui va nous permettre d'éviter les contresens majeurs. Reprenons le sujet. Certains disent « Le poète ne nous parle pas de nos préoccupations. Il ne nous conduit pas non plus à la vérité. Il ne peut se libérer de son passé. » À votre avis, ce jugement vous paraît-il équitable? La poésie est-elle uniquement l'expression d'un individu? Vous développerez votre point de vue sur la question en vous référant à vos lectures et en appuyant votre argumentation par des exemples pertinents. Commençons par l'analyse des termes du sujet et la mise en évidence des niveaux de signification. Certains, vous remarquez qu'il y a un « s » à la fin de ce mot. Donc le mot « certain » veut dire « quelques-uns », une catégorie de gens. C'est un pronom indéfini. Ça n'a aucun rapport avec certains qui ne prend pas de S. Moi, je peux dire je suis sûr et certain, c'est-à-dire je considère comme vrai, comme indubitable, ce qui ne manquera pas de se produire. C'est un succès, je dis, c'est un succès certain, qui n'a aucun doute, ou un témoin certain de ce qu'il a vu. Or, ici, certain, c'est un pronom indéfini, c'est-à-dire une catégorie de gens. Mais c'est également différent de tout. Ce ne sont pas tous les gens, mais un groupe, une catégorie de gens. Que dit cette catégorie de gens? Certains disent, alors là, lorsque je dis, je peux dire affirme, je peux dire déclare. Il s'agit donc d'une affirmation. Et nous avons les deux points, et nous avons les guillemets, que marquent ces signes de ponctuation. Ces signes me font comprendre qu'il s'agit d'un discours direct, et que ces paroles sont rapportées directement. Il y a donc la haute fidélité, et il n'y a pas de truchement. Braquons la lumière sur cette affirmation rapportée au style direct. Essayons d'abord de délimiter les propos de ces personnes avant de mettre en évidence les niveaux de signification des termes qu'elles ont employés et de nous concentrer surtout sur les mots-clés. Le poète ne nous parle pas de nos préoccupations. Il ne nous conduit pas non plus à la vérité. Il ne peut se libérer de son passé. De qui s'agit-il? Comme je l'ai dit tout à l'heure, de quoi s'agit-il? Parce qu'il nous faut cerner la problématique du sujet, ne pas sortir du domaine circonscrit par le libellé du sujet. Il s'agit d'une affirmation. Cette affirmation est donnée par quelques-uns, par certaines personnes indéterminées. À propos de qui? À propos du poète. Ne nous emballons pas et ne passons pas à côté de notre sujet. Le mot écrivain est un mot voisin. Avec le mot écrivain, on est en terrain connu. Ici, nous avons affaire à un genre bien particulier.
nous avons affaire à un poète, à la poésie. Ce n'est ni le roman, ni la littérature d'idées. Le poète est un écrivain. Me dites-vous, je veux bien. Mais j'ajouterais, c'est un écrivain qui pratique la poésie. Le poète, ça pourrait être, aux yeux de ces gens-là, une personne qui manque de réalisme, un rêveur, peut-être un idéaliste. Ça pourrait être aussi une personne sensible à ce qui est beau, à ce qui est émouvant. Et généralement, le poète, c'est une personne qui écrit des poèmes en vers, de peu détendus, mais vous savez également qu'il écrit en prose, comme Charles Baudelaire, Francis Ponge, René Char, etc. Il a l'art de combiner les sonorités, les rythmes, les mots pour évoquer des images, pour suggérer des sensations ou des émotions. Il ne nous parle pas de nos préoccupations. Alors je m'arrête sur le mot préoccupation. Les préoccupations sont les inquiétudes vives et constantes qui accaparent l'esprit. Ça pourrait être également les soucis qui troublent la tranquillité de l'esprit, comme ça pourrait être également les tourments, les souffrances, les douleurs physiques et morales. Il ne nous conduit pas non plus à la vérité. Bien sûr, le pronom personnel sujet, il renvoie au poète. Conduire, le verbe conduire a plusieurs sens. Il ne s'agit pas de conduire une voiture. Il ne s'agit pas non plus de conduire une affaire. Mais il y a quand même l'idée d'assurer une direction, de mener d'un lieu à un autre, d'une situation à une autre. Moi, je peux conduire une personne âgée, je peux conduire un enfant, je peux conduire un élève au savoir, sur le plan pédagogique. À la vérité, là, je m'arrête un peu parce que la vérité, c'est différent de réalité. La réalité est le caractère de ce qui est réel, de ce qui existe effectivement. On peut douter ou être sûr de la réalité d'un fait. La réalité pourrait avoir pour antonyme la fiction, le rêve. Et on dit parfois que la réalité dépasse le rêve. Et pour ne pas être confronté à de dures réalités, on doit regarder la réalité en face. La vérité, c'est autre chose. Si on me demande de donner le contraire de ce mot, je dirais le mensonge. La vérité, c'est le caractère de ce qui est vrai. C'est cette idée qui emporte l'assentiment général. On parle de vérité mathématique. Personne ne peut douter que 2 et 2 font 4, que ce soit ici ou ailleurs. C'est une vérité. Il ne peut se libérer de son passé. Nous avons affaire ici à un verbe sous forme pronominale. Mais attention, il ne s'agit pas d'un VUEP. Ce n'est pas un verbe uniquement et exclusivement pronominal. C'est un verbe accidentellement et occasionnellement pronominal, puisque je peux employer le verbe libérer comme je peux employer le verbe se libérer. Que désigne ce verbe? Ce verbe désigne ici un processus de libération, un processus d'émancipation, un processus d'affranchissement. Et je vais avoir, n'est-ce pas, plusieurs explications pour le verbe se libérer. Ça pourrait être se rendre libre de, s'acquitter, se détacher, se soustraire, se dégager, se décharger, comme ça pourrait être se délivrer. Donc le poète est prisonnier, puisqu'il ne peut se libérer de son passé aux yeux de cette catégorie de gens. Et lorsque je dis de son passé, je ne dis pas du passé. De son passé à lui. Et lorsque j'ai dit de son passé, je pense au présent et je pense à l'avenir. Et si je dis passé, ça marque l'idée du temps, c'est vrai. Mais ça marque l'idée du temps, mais c'est un temps écoulé et c'est un temps révolu. Et lorsque je dis c'est un temps, je dirais également c'est un temps antérieur à un présent donné. Donc lorsque je dis son passé, c'est plutôt le passé individuel. Mais lorsque je dis du passé,
Ça pourrait être le passé individuel, et à ce moment-là, je vais me placer dans la biographie personnelle, mais ça pourrait être également le passé collectif, et à ce moment-là, je vais me placer dans l'histoire. Nous remarquons que dans les trois propositions de cette affirmation, il y a la négation. Nous avons ne pas, nous avons ne pas non plus, et nous avons ne. Nous verrons par la suite, lors de la recherche des domaines d'études où le sujet prend un sens, la valeur de cette négation dans l'affirmation de ces personnes. Maintenant, quels sont les mots-clés dans cette affirmation? Bien sûr, sans perdre de vue la triple négation. Nous avons le mot poète. C'est un mot qui demande au candidat le jour de l'examen de réfléchir et de s'exprimer à propos de ce qu'il a lu, de ses lectures personnelles dans leur diversité, dans leur étendue, celle qu'il a faite en classe avec ses professeurs et celle dont il a pris lui-même l'initiative. C'est autour du poète qu'il doit trouver le matériau de sa réflexion et les exemples dont il a besoin pour étayer son argumentation. Avec le mot poète, je souligne également les mots préoccupation, en rapport direct avec le verbe se libérer et avec le mot passer. Mais je n'oublierai pas le possessif sont, parce qu'il s'agit du passé du poète. Il ne nous parle pas de nos préoccupations, c'est-à-dire il nous parle plutôt des siennes. Et je souligne également le mot vérité. Venons-en maintenant à la deuxième partie du sujet, là où les questions. À votre avis, parce que le jour de l'examen, on pourrait avoir une seule question. À votre avis, ce jugement vous paraît-il équitable? La poésie est-elle uniquement l'expression d'un individu? La première question nous demande de donner un avis personnel. Un avis personnel sur le jugement de certaines personnes. À propos de qui? À propos du poète. La seconde, lorsqu'il nous dit la poésie est-elle uniquement l'expression d'un individu? Eh bien, la seconde explicite, si vous voulez, un peu l'affirmation et explique également d'une façon générale le désintérêt qu'éprouve une catégorie de gens envers le poète. Donc, quelques mots et expressions méritent réflexion. Le mot équitable, vous paraît-il, ce jugement vous paraît-il équitable? Vous savez, lorsqu'on agit d'une façon équitable, c'est qu'on agit selon l'équité, cela veut dire la vertu de celui qui possède un sens naturel de la justice, qui respecte les droits de chacun. Et j'agis d'une façon équitable, c'est-à-dire j'agis d'une façon objective, j'agis d'une façon impartiale. Je ne m'incline pas d'un côté ou de l'autre. Et le mot uniquement, c'est un mot très important. Pourquoi? Parce que ce mot suppose qu'il y a peut-être une autre manière, il y a peut-être une autre vision de voir les choses, que le jugement de ces gens-là est catégorique, c'est un jugement tranchant, pour ne pas dire provocateur, que l'on pourrait peut-être penser autrement. Et le mot uniquement invite à la conception du plan. S'il y a un autre moyen, une autre façon de voir les choses, sans nier toutefois la vision avancée dans le libellé du sujet. Et là, j'ai déjà le plan. Je me dis, le plan dialectique peut se justifier, à savoir la thèse, et puis par la suite une autre thèse, et ce sera pour moi la thèse qui va contredire la première thèse, et je parlerai le jour de l'examen d'antithèse. Et puis il me faut une synthèse. J'ai la thèse 1
thèse 2, il me faut une synthèse. Donc nous retiendrons l'expression d'un individu. L'expression, chacun s'exprime à sa manière. On parle même d'expression corporelle. Un musicien s'exprime par la musique, un dessinateur par le dessin, mais un poète, bien sûr, un poète par les mots, le langage. Et tous traduisent leurs émotions, leurs sentiments, mais chacun à sa manière. Le mot individu pourrait avoir une connotation péjorative. C'est une personne quelconque. C'est ici le poète en tant qu'être humain, mais d'une seule personne. Et l'article indéfini, 1, montre que cet être humain est indéterminé. La troisième partie du sujet. Vous développerez votre point de vue sur la question en vous référant à vos lectures et en appuyant votre argumentation par des exemples pertinents. Quel est le mot qui retient notre attention? Sans doute me dites-vous, monsieur, le terme argumentation. Donc, on nous demande d'argumenter. Et ici, on nous demande d'argumenter, c'est qu'on nous demande de fournir des preuves. On nous demande de fournir des raisons qui appuient l'affirmation de la thèse ou de la thèse adverse. Si on récapitule, dans mon parcours méthodique, j'ai commencé par analyser le sujet. J'ai braqué la lumière sur les termes de son libellé, sur sa formulation, sur la manière dont il est rédigé. J'ai mis en évidence les niveaux de signification des mots-clés, ce qui m'a permis de cerner la problématique et de ne pas tomber dans le hors-sujet. Car, comme je l'ai dit tout à l'heure, je dois lire le sujet, lire le sujet, lire le sujet. Je lis le sujet au moins 3 fois le jour de l'examen. Et je dois traiter le sujet, rien que le sujet, tout le sujet. Il ne s'agit pas d'un travail de maroquinerie, ni d'un travail de rapiècement. Ce ne sont pas des lambeaux. Non, il faut traiter le sujet d'une façon cohérente. C'est la rigueur dont j'ai parlé tout à l'heure au début de l'émission. Rigueur dans l'analyse du sujet, la délimitation du problème. Maintenant, quelle signification peut-on donner à l'énoncé saisi comme un tout et non pas selon ses parties ou les termes de chacune de ses parties? Car à partir de la première étape, je peux passer à la démonstration, je peux passer aux implications, je peux passer au sous-entendu de la question, aux enjeux du sujet. Quel sens retiendra-t-on pour chaque terme, mais cette fois en fonction de la totalité de l'énoncé? Relisons la totalité de l'énoncé. Certains disent, le poète ne nous parle pas de nos préoccupations, il ne nous conduit pas non plus à la vérité, il ne se libère pas de son passé. Braquons la lumière pour le moment sur l'affirmation. Laissons de côté la question et la consigne. D'après l'analyse des termes de ce jugement et d'après la mise en évidence de leur niveau de signification, quel sens peut-on retenir pour chaque terme? Mais cette fois-ci, en fonction de la totalité de l'énoncé, et nous ne faisons que braquer la lumière sur ce que disent certaines personnes. Le poète ne nous parle pas de nos préoccupations. Il y a donc une problématique, mais c'est une problématique sous-entendue. Elle n'est pas tout à fait explicite, mais on peut comprendre facilement qu'il s'agit de l'engagement du poète. On parle d'un genre bien particulier, c'est la poésie. Mais attention,
la poésie est aussi variée que les sujets de conversation. Il vous suffit de consulter, n'est-ce pas, les manuels scolaires. Et quand on parle de poète, le poète, c'est une personne que rien ne distingue de l'extérieur. Alors, c'est quoi la poésie? C'est l'action méditée, préméditée. Je suis poète si j'utilise les mots pour construire, pour explorer, pour exposer une image symbolique du monde réel tel que je le perçois. Et l'engagement, me dites-vous? Bien, l'engagement désigne un processus par lequel je prends un risque. Je peux prendre ce risque tout seul, comme je peux prendre ce risque avec d'autres membres, d'autres poètes, d'autres personnes. Un risque en groupe. Si je prends ce risque au service de quoi? Au service d'un projet, au service d'une perspective dont la non-réalisation me semble insupportable. Maintenant, je peux me poser la question suivante. L'engagement du poète est-il utile aux causes qu'il veut voir progresser si les adversaires de cette cause ne voient en lui qu'un vague manipulateur de mots? Le poète ne nous parle pas de nos préoccupations. Aux yeux de certaines personnes, le poète, s'il ne parle pas de leurs préoccupations, c'est qu'il revendique le je et il revendique le moi. Et cette revendication, ces extases, ces tourments, les tourments de son âme n'entrent pas dans leurs problèmes, dans leurs soucis quotidiens. Ils veulent qu'ils s'intéressent plutôt aux faits réels, aux événements, à l'histoire proprement dite. On voit bien que ces gens portent des griefs à l'encontre du poète rêveur, qui ne s'occupe pas d'eux, qui n'évoque pas leurs problèmes et qui n'évoque que son humeur particulière. À leurs yeux, l'activité du poète est une activité obsolète, dérisoire, coupée du monde, coupée de la réalité. Ils attendent de lui écho, ils attendent de lui considération pour leurs préoccupations. Il ne nous conduit pas non plus à la vérité. Nous avons dit tout à l'heure, en analysant les termes de cette affirmation et en mettant en évidence leur niveau de signification, que parmi les acceptions du verbe conduire, il y a celle qui signifie assurer une direction, mener d'une situation à une autre situation supposée meilleure, et que, dans le mot vérité, on retient surtout l'idée de s'éloigner du mensonge, d'accéder à la lumière. Là également, il y a implication, il y a sous-entendu, et ce corpus pris dans sa totalité laisse entendre que ces personnes estiment que le poète, étant ailleurs et se portant volontiers vers l'inaccessible, vers le merveilleux, vers le fantastique, vers le mystérieux, ne saurait écrire des poèmes qui constituent un ralliement contre la pauvreté, contre l'inégalité, contre l'injustice, en un mot contre le mensonge. Il ne peut, à leurs yeux, jouer un rôle de tribun, ni un rôle d'orateur populaire, ni un rôle de leader, ni un rôle de guide spirituel de ses concitoyens. Et le verbe conduire est très révélateur. Il ne se libère pas de son passé. Voyons maintenant toute cette phrase, et non pas mot par mot. Nous n'allons pas reprendre l'explication des mots se libérer et du mot son passé pour ne pas tomber dans la redondance. Ce qui nous intéresse, c'est l'emploi de ces mots dans la totalité de cette phrase. Que peut-on comprendre? Et que doit-on comprendre? Parce que nous ne devons pas perdre de vue que nous avons une thèse à développer et que tout écrit, fût-ce un simple essai d'1 heure le jour de l'examen, votre écrit doit avoir les caractères et les qualités d'une construction. Et qui dit construction, dit base solide, équilibre au niveau des volumes,
Nous devons donc penser à calculer les proportions de notre essai, à respecter l'idée adverse, à la développer avant de passer à l'antithèse. Il ne se libère pas de son passé. Donc, aux yeux de ces personnes, le poète est soumis, pas au passé, mais à son passé à lui. Il n'arrive pas à s'en libérer, il n'arrive pas à s'en détacher, il n'arrive pas à s'en affranchir. Il est pris, si vous voulez, dans les filets de son cauchemar, il est pris dans les filets de son rêve, de ses extases, des tourments de son cœur, de son évasion, de son ravissement, de sa sensibilité passionnée et mélancolique, de ses valeurs peut-être esthétiques ou peut-être de ses valeurs morales. Il est donc loin de s'occuper des préoccupations des gens et pour ces gens-là, la poésie ne peut s'assigner d'aucune mission sociale et d'aucune mission politique. Il le voit, ces gens-là, il le voit inadapté à un monde qui le dépasse et il ne peut jouer aucun rôle. Ces poèmes ne les intéressent pas. Ils ne sont pas la réflexion de son passé, de son âme. Ils sont là juste pour lui et non pas pour eux. Les poèmes ne les intéressent pas du tout. Et alors là, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils parlent de leur douleur. Ils parlent peut-être de la patrie, ils parlent peut-être de l'entourage, de la nation. Et au lieu de s'occuper, n'est-ce pas, du présent, on le voit, ce poète, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de magnifier le passé. Et le passé, son passé à lui. Ces gens ont des préoccupations. Ils ne veulent pas se rincer la gorge avec les sons de ces poèmes, ni être entraînés par leur rythme, ni écouter leur écho dans l'air, ni s'approprier ces mots. Qu'il se libère de son passé, de son domaine de prédilection, qu'est l'âme humaine, le cœur, et qu'il les conduise à la vérité, en allumant des foyers de réflexion, en remettant en cause certains points, en lançant des appels. Ces personnes dédaignent les motifs de la poésie intime qui ne répondent pas à leurs soucis quotidiens. Peu importe pour eux les poèmes enflammés, les superbes épopées lyriques, le langage empoulé et déclamatoire, la paix solennelle des tombeaux et des morts, les affres du désespoir, les sombres plaisirs du cœur blessé ou d'un cœur lassé de tout, les méditations oratoires, les monologues prolixes où la rhétorique et l'artifice abondent. Non, ils veulent quelqu'un qui les amène à voir ce qu'ils ignoraient ou voulaient ignorer. Quelqu'un qui leur dessille les yeux et qui leur parle de leurs problèmes. Quelqu'un qui les aide à résoudre leurs problèmes. Et à leurs yeux, le poète n'est pas l'homme de cette mission. Et il ne saurait l'être. Venons-en à la question. À votre avis, ce jugement vous paraît-il équitable? La poésie est-elle uniquement l'expression d'un individu? En réalité, il s'agit d'une double question, sauf que la deuxième explicite un peu le jugement émis par certaines personnes qui estiment que la poésie n'est que brin de plume pour l'expression du moi, n'est que muse, inspiration, état d'âme, peinture d'un seul cœur, sans philanthropie, sans altruisme. C'est le jeu par excellence qui n'accepte de s'associer qu'avec la lumière, qu'avec les feuillages, qu'avec les fleurs, les oiseaux, les souffles d'air, la splendeur, peut-être les levées du soleil, peut-être la sérénité pénétrante des nuits d'été, même dans le deuil, le chagrin, le poète ne se plaint qu'à ses vers. Le mot uniquement, nous avons dit tout à l'heure, le mot uniquement sollicite le candidat à l'examen et laisse sous-entendre que la poésie pourrait être l'expression de la collectivité. Et cet adverbe fait appel au plan,
comme je l'ai dit tout à l'heure, le plan dialectique, c'est-à-dire on peut penser d'une autre manière. Et puis, cet adverbe éclaire également la première question. À votre avis, ce jugement vous paraît-il équitable? Laquelle question demande réflexion? Équitable, pourquoi pas? On peut penser comme ces gens-là. Toutefois, le jugement est dur. C'est un jugement incisif. Et la question nous invite à penser à une thèse adverse. La manière de sentir du poète est-elle loin de nos préoccupations? Son intimité, sa spiritualité, ses aspirations peuvent-elles être semblables aux nôtres? Pouvons-nous trouver une résonance en lui? Peint-il les émotions les plus sincères chez l'homme? Parmi les valeurs qui sont au cœur de son combat, n'y a-t-il pas d'abord la vérité ou l'homme est la vérité? N'est-il pas à la fois un homme de recueillement, un homme d'initiation et un homme d'ensemencement? N'est-il pas alors au fond la conscience de la collectivité? Ne sert-il pas un certain nombre de valeurs? Et son action n'est-elle pas parfois militante? Sa conscience est-elle toujours tournée vers son être? Est-elle toujours passive? Et puis même s'il s'agit de son passé ne fortifie-t-il pas sa lucidité, sa capacité de détruire les mystifications, de dissiper les mythes et de bien voir et faire voir, de ne pas se mentir et de ne pas mentir aux autres? La question est déjà analysée. Alors là, nous avons dit deux volets, c'est deux questions regroupées en une seule question. La deuxième explicite la première. Venons-en, si vous voulez, maintenant à la consigne. Vous développerez votre point de vue sur la question en vous référant à vos lectures et en appuyant votre argumentation par des exemples pertinents. Nous n'allons pas reprendre ce qui a été dit lors de l'analyse des termes du sujet et la mise en évidence des niveaux de signification. Rappelons seulement que nous avons affaire à une production. Et c'est quoi produire un essai? Produire un essai, c'est d'abord comprendre et analyser un sujet, trouver des idées, des arguments et des exemples, construire une argumentation. Lorsque je dis construire une argumentation, je peux dire choisir et élaborer un plan. Je rédige, bien sûr, je relis et je m'autocorrige, mais l'essai est avant tout un texte argumentatif. C'est un texte argumentatif, comme je viens de le dire, produit à partir d'un sujet, et non pas de n'importe quel sujet. Et notre sujet, comme nous venons de voir, comporte trois parties. Une opinion à discuter, présentée sous forme d'une affirmation,